Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy, ici Farander et on va parler d'un show de catch aujourd'hui. Du coup on va parler du TLC 2020 qui s'est déroulé dans la nuit du 20 décembre au 21 décembre. Donc voilà, je vais vous parler des 6 matchs principaux puisque je ne parle pas du kick-off. Alors nous allons commencer avec le premier match qui concerne Drew McIntyre face à son challenger AJ Styles dans un TLC match pour le WWE Championship. Alors en fait marquant, on peut dire qu'au début de match, Drew McIntyre montre qu'il est plus puissant que AJ Styles, tandis que AJ Styles est plus malin en s'acharnant sur le genou de Drew McIntyre. Il y a un moment où Drew envoie un coup d'Atemi à AJ Styles quand il est sur la troisième corde, et AJ Styles il en tombe en dehors du ring. À un moment, quand Drew essaye de monter à l'échelle, Styles le frappe derrière le genou, et il le fait à plusieurs reprises. Drew fait une suplex à AJ Styles qui retombe sur une échelle. Non, c'est Drew. Alors c'est vrai que c'était tellement ridicule comme scène. Mais en gros, il y a Drew qui prend une échelle et qui fait une suplex à l'échelle qui retombe sur AJ Styles qui a l'air d'avoir rien senti. AJ Styles qui fait une soumission à Drew sur son genou en se servant d'une échelle. Et ensuite, un peu plus tard, il fait pareil avec une chaise. Drew McIntyre envoie une suplex à AJ Styles sur une échelle après avoir esquivé le finisher d'AJ Styles. Styles réussit quand même à placer son finisher quelques secondes après. Donc on a l'impression quand même que les catcheurs ils prennent cher, mais en attendant, ça n'a pas l'air d'avoir tant d'impact que ça. Un moment, AJ Styles il monte à l'échelle, Drew McIntyre l'attrape et le balance sur une table qui est à l'extérieur du ring. Ensuite, Drew McIntyre monte à l'échelle et là il y a The Miz qui fait son arrivée. Il fait passer Drew McIntyre à travers une table qui était sur le ring. Ensuite, il demande à utiliser la manette Money in the Bank. Et du coup, on a Omos, le bras droit de AJ Styles, à qui ça ne plaît pas. Du coup, qui chope The Miz et le fait traverser. Enfin, il le trappe dans ses bras comme s'il tenait un bébé. Et il le balance à travers une table à l'extérieur du ring. Ensuite, c'est John Morrison qui arrive, qui prend une chaise, qui tape dans le dos de Omos. Du coup, la chaise elle se casse en deux et le mec a l'air de rien ressentir. Du coup, Morrison il fuit et Omos le poursuit. Ensuite, on a des petits combats qui sont en soi. Je pense que certains ont été tenus en haleine. Moi, ça m'a rien fait du tout. Mais en gros, il y a les trois, AJ Styles, Drew McIntyre et The Miz qui sont à deux doigts de toucher la ceinture. Puis il y en a un qui arrive, qui le repousse, qui le fait tomber. Puis petit à petit, comme ça. Au final, c'est Drew McIntyre qui va faire tomber l'échelle où se trouve The Miz et AJ Styles. Du coup, AJ Styles, lui, il tombe en dehors du ring. The Miz, lui, il se relève quand même assez rapidement, il se prend un Claymore kick, et du coup, Drew McIntyre, il remonte et il récupère sa ceinture et reste champion. Du coup, j'ai mis un note de 2 sur 5, parce que pour moi, c'est le pire match de la soirée. Franchement, je me suis fait chier pendant tout le match, et surtout pour un TLC, j'aurais aimé voir un vrai match avec plein d'utilisation d'échelles, de tables, de chaises. Et là, franchement, il n'y a pas eu grand chose, à part faire passer des gens à travers des tables. Et encore, c'était vraiment calculé à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les échelles, bon, on a Drew McIntyre qui fait des prises aux échelles maintenant. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et puis, allez, les chaises, bon, il n'y a pas grand chose d'original. Et puis, bon, après, c'est des catcheurs aussi, les trois, donc je suis pas un grand fan. Et puis, c'était très très mou. Enfin, Drew McIntyre qui monte à l'échelle, à cloche-pied et tout. Enfin, pour un champion super puissant, ça fait un peu ridicule. Enfin voilà, moi personnellement, je n'ai pas du tout aimé ce match. Alors, en second match, on a eu Sasha Banks contre Carmella dans un match simple pour les ceintures féminines, pour la ceinture féminine de SmackDown. Du coup, en fait un peu marquant, on a un moment où Sasha éjecte Carmella en dehors du ring, sauf qu'elle atterrit dans les bras d'un gars. Ce gars, il va esquiver les genoux de Sasha Banks en dehors du ring, et ensuite il aide Carmella à faire une prise sur Sasha Banks. En plus, j'ai mis qu'il y avait un beau kick de Sasha Banks qui a énormément claqué dans les côtes de Carmella. Il y a Sasha qui a fait une prise qui est les 3 suplexes d'affilée sur Carmella. C'était le finisher d'un catcheur et je me souviens plus lequel. Ensuite, elle enchaîne avec un frog splash qui était magnifique. On a Carmella qui arrive à faire une sorte de DDT sur Sasha Banks dont la tête a atterri la première dans le sol.
Ensuite, Carmella a tenté différentes prises de soumission, mais qui n'ont un peu servi à rien. Ensuite, on a le Bank Statement qui a été placé, mais brisé par le gars qui protège Carmella. Sauf qu'au final, la prise qu'il avait esquivée en début de match, cette fois, il se la prend en pleine tronche. Ensuite, Carmella elle va placer 2 kicks sur Sasha Banks. Sauf qu'au final, Sasha Banks réussit le Bank Statement et conserve le titre. Donc alors j'ai mis un 3 sur 5 à ce match-là, parce que déjà je l'ai apprécié comparé au précédent, et surtout on a eu des beaux spots pour un match simple. Franchement je suis moins ennuyé qu'un match sans disqualification, ce qui n'est pas logique. Et en même temps, bon, je pense que la durée du match aussi joue beaucoup, parce que le match avec droit était très long, et il se passait pas grand chose les trois quarts du temps. Alors que là, le match il dure 10 minutes, mais il se passe énormément de choses. Et en plus, Sasha Banks conserve son titre. Et elle qui d'habitude les perd au bout d'un mois, là, elle continue à garder son titre. Et je suis super content pour elle. Alors, le troisième match de la soirée concernait le Hurt Business de MVP contre les New Day pour les titres de Raw, enfin, les titres par équipe de Raw dans un match tag team simple. Du côté du Hard Business, c'est Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont participer au match. Donc les deux seuls de l'équipe à ne pas avoir de titre, vu que MVP est plus dans un rôle de manager. Kofi Kingston, du coup, commence le match avec un kick sur Alexander. Xavier Wood qui fait une descente de la cuisse sur Alexander. Ensuite, Alexander il subit plein de petits enchaînements. J'ai noté qu'il reçoit un kick de la part de Kofi Kingston suivi d'un coup de coude de Xavier Wood. Ensuite, il se reçoit un frog splash où en gros Kofi Kingston s'appuie sur les cordes pour se rebalancer en arrière et ça fait une sorte de frog splash. Et ensuite, il reçoit encore une autre prise avant de recevoir le compte, mais Shelton arrive à sauver son coéquipier. On a un moment où Shelton Benjamin est dans les cordes, un peu comme sont les catcheurs quand ils sont sur le point de recevoir le 619. Et du coup, Xavier Woods, au lieu de taper Shelton Benjamin, en fait, il passe entre Benjamin et la troisième corde pour taper sur Cedric Alexander qui est à l'extérieur du ring. Et du coup, quand Shelton Benjamin se relève et se retourne, c'est Kofi Kingston qui lui saute dessus, les deux pieds en avant. Sauf que c'est pas pour faire un drop kick, c'est vraiment il retombe debout au niveau de la tête de Shelton Benjamin. Ensuite, on a Kofi Kingston qui, en voulant faire son finisher, où normalement c'est une sorte de kick, au final il atterrit dans les bras de Shelton Benjamin. Sauf qu'il arrive à esquiver la prise que voulait lui faire Cedric Alexander en sautant de la troisième corde, et il réussit à faire. Alors c'est une prise, j'en avais déjà parlé dans le match entre Sasha Banks et Bayley, où elles avaient fait ça de la troisième corde. Là, lui, il fait ça dans le ring, mais du coup, ça fait comme une sorte de salto et ils atterrissent sur le dos, quoi. Enfin voilà, je sais pas quand ça fait cette prise, mais à chaque fois que je la vois, je la trouve super classe. Donc il y a un moment où il tente aussi à nouveau un finisher, sauf qu'il se reçoit un coup de genou d'Alexander, puis une suplex qui était super belle, mais le compte ne suffit pas. On a Kofi Kingston qui fait un beau kick sur Shelton Benjamin. Shelton Benjamin qui réussit une suplex de la troisième corde sur Kofi Kingston. Cedric Alexander qui prend la place de Shelton Benjamin quand il se prépare à faire son finisher. Sauf qu'au final, c'est Cedric Alexander qui fait le sien, donc il prend son adversaire sur ses épaules. En fait, en gros, il se laisse à moitié tomber et l'autre il retombe sur les tibias. Et au final, il réussit à faire le tomber, donc je crois sur Kofi Kingston. Et du coup, le Hurt Business devient les nouveaux champions du monde par équipe, en plus d'avoir le titre des États-Unis, notamment détenu par Bobby Lashley, qui, au moment de la victoire, il attend le reste du Hurt Business en haut de la rampe. Et du coup, on peut remarquer à ce moment-là que le Hurt Business détient toutes les ceintures masculines en dehors du titre de la WWE qui est détenu par Drew McIntyre, ce qui montre à quel point l'équipe est bien puissante. Alors pour ce match-là, je l'ai noté 4 sur 5 parce que c'est vraiment, on va dire, en termes de match, c'est celui que j'ai le plus aimé. Parce qu'il y a un match que j'ai noté un peu mieux, mais plus parce qu'il m'a impressionné. Celui-là, c'est vraiment le match que j'ai le plus aimé, parce que déjà, dans les deux équipes, on a eu pas mal de beaux enchaînements et tout, pas mal de belles prises, contrairement aux deux matchs précédents. Et du coup, on voit que même si leur business a été créé il y a peu longtemps, ils font quand même un bon travail d'équipe, malgré le finish de Cedric Alexander. Mais voilà, moi j'aime bien quand on a deux belles équipes.
qui ne sera pas le cas du match suivant, même si c'est un beau match. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ait beaucoup de belles prises, pas mal de sauts de la troisième corde, des beaux kicks et tout. Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, le New Day qui était construite comme l'équipe la plus puissante de la WWE depuis pas mal d'années, le fait qu'ils perdent des titres et que ce ne soit pas par un petit paquet ou de la disqualification, non, je ne peux pas perdre un titre par disqualification, donc le fait que ce soit pas par un petit truc pour protéger l'équipe, ben, je trouve ça énorme parce que ça rend vraiment le Hurt Business vraiment plus puissant. Pour le quatrième match, du coup, on a Asuka, qui est la championne de rang en équipe avec Charlotte Flair qui faisait son grand retour, contre les championnes par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler. Donc à nouveau dans un match simple pour le titre féminin par équipe. Et du coup, on a Asuka qui commence face à Shayna Baszler. Bon, ensuite, il ne se passe pas vraiment grand chose d'intéressant entre les deux. Ensuite, on a Charlotte Flair qui monte sur le ring, qui monte sa puissance face à Shayna Baszler. Il laisse rentrer Nia Jax, donc on a les deux monstres qui s'affrontent. On a Asuka, un moment, qui réussit un codebreaker sur Nia Jax. Shayna Baszler, on a remarqué qu'elle se concentre beaucoup sur le bras d'Asuka en lui faisant même un moment une prise de soumission dessus qui était assez intéressante. Quand Charlotte Flair voit des coups d'Atemi, on remarque que son père est devant son écran en train de regarder sa fille, en sachant que c'est une prise mythique, enfin pas une prise mais un coup mythique de Ric Flair. Et on a un très beau kick de Charlotte Flair sur Nia Jax, sachant que Nia Jax est quand même très grande et Charlotte aussi, donc je trouve ça vachement impressionnant. On a Charlotte qui réussit un moonsault de la troisième corde sur Nia Jax et Shayna Baszler en dehors du ring. Et on a Nia Jax qui réussit quand même à porter un Samoan Drop sur Charlotte Flair, mais ça suffit pas. On a le Figure 4 Lock de Charlotte Flair qui est la prise de soumission de son père, qu'elle utilise aussi, sur Shayna Baszler. La seule différence en fait entre la fille et le père, c'est que Charlotte ensuite elle se, comment dire, au lieu de rester au niveau du sol, elle met ses bras sur le sol et en gros elle remonte son ventre, fait que ses jambes s'allongent et ça appuie encore plus sur les jambes de son adversaire. Mais du coup, Nia Jax intervient pour sauver Shayna Baszler. Charlotte Flair ensuite réussit le tomber sur Shayna Baszler en faisant une prise, je sais pas comment elle s'appelle, mais en gros elle arrive, elle roule à moitié au-dessus, sauf que du coup l'autre il n'y a que le haut du corps qui tape contre le ring et puis hop. Du coup elle arrive à faire le tomber comme ça sur Nia Jax, pas sur Shayna Baszler, et du coup elle devient pour la première fois championne par équipe aux côtés de Asuka qui elle l'avait déjà été avant. Et grâce à cette victoire, du coup, Charlotte Flair devient la 5e Triple Crown Championship, derrière Sasha Banks qui en est la 4e, Asuka qui était la 3e, Alexa Bliss la 2e et Bayley qui a été la première à réussir ce truc, qui est le fait d'avoir un moment dans sa carrière le titre de Raw, de SmackDown et par équipe. Chez les femmes, bien sûr, parce que les choses sont un peu différentes chez les hommes. Et par la même occasion, elle devient la 4e Grand Slam Championship, après Sasha Banks qui en était la 3e, Asuka qui en était la 2e et Bayley qui en était la 1re. Et du coup, le principe est le même, sauf qu'il faut rajouter le titre NXT féminin. Et comme vous pouvez remarquer, Alexa Bliss n'apparaît plus dans le classement parce que c'est exactement le même, mais Alexa Bliss n'a jamais été championne de NXT, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les Grand Slam Championship. Alors, au niveau de la note, j'ai mis 3,5 sur 5, parce que comme le précédent, j'ai beaucoup aimé le match. Il y a eu pas mal de très beaux spots, surtout de la part de Charlotte Flair qui fait son retour et tout. Mais il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangé. D'un côté, pas Nia Jax, mais Shayna Baszler, qui quand même était une catcheuse sûrement la plus puissante chez NXT, la plus dangereuse et tout. Le fait que ce soit elle qui perde le tombé, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé qu'elle reste vachement forte. Après, ce que j'aimerais beaucoup avec Shayna Baszler, c'est que comme elle est plus championne par équipe, du coup, comme elle n'aura pas de match championnat Royal Rumble le mois prochain, j'espère et j'aimerais que ce soit elle qui gagne le Royal Rumble. Soit elle ou soit Bianca Belair pour mettre un peu en avant ces deux catcheuses qui viennent à la base de NXT et du coup qui n'ont pas beaucoup de chance. Mais sachant que Shayna Baszler a déjà eu un titre depuis son arrivée ici, je me demande si ce serait pas Bianca Belair qui gagnerait le Royal Rumble féminin. Mais bon. Ensuite, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que Charlotte Flair, à peine revenue, on lui donne un titre. Et ça, je trouve ça très dommage parce que moi personnellement, je trouve pas ça juste quand c'est Brock Lesnar ou Goldberg, des anciens catcheurs qui reviennent et à qui on donne un titre quasiment aussitôt.
Bah là c'est pareil, bon c'est pas une ancienne calecheuse, elle était blessée et du coup elle revient d'une blessure, mais j'aurais aimé qu'il y ait une construction et une rivalité avant qu'on lui donne ce titre par équipe qu'elle n'avait jamais eu, plutôt que juste la faire revenir, lui faire gagner le titre et puis voilà, alors qu'il n'y a pas d'histoire dans le match à part entre Asuka et les deux autres. Mais voilà, c'est tout ce qui tourne autour de Charlotte qui me dérange un peu, même si je suis très content de l'avoir gagné cette ceinture et surtout de l'avoir revenir. En cinquième match, on a eu Roman Reigns contre Kevin Owens dans un TLC match pour le titre universel à SmackDown. Du coup, on a Owens qui attaque Roman Reigns durant son entrée, enfin à la fin de son entrée, parce que Reigns est sur le ring au moment où il se fait attaquer. Donc, ce qui est très bizarre pour Kevin Owens, qui est censé être le face, d'attaquer l'autre par surprise. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc on peut noter qu'on a eu un splash de Kevin Owens sur Reigns du tablier, c'est-à-dire le bord de ring à l'extérieur du ring sur Roman Reigns. Et on a Jey Uso qui intervient, il se prend un kick. On a un très beau dropkick de Roman Reigns sur Kevin Owens pendant que ce dernier essaye de remonter dans le ring. On a Owens qui est personnellement, bon déjà moi je déteste Kevin Owens, mais à un moment je le trouve très ridicule parce qu'il est allongé par terre, il prend une chaise, puis il essaye de taper Roman Reigns avec sa chaise, alors déjà il arrive même pas à le toucher, puis même s'il le touchait dans la position qu'il est, bah, il lui ferait même pas mal, enfin, c'est complètement ridicule. Et au final, Roman Reigns lui fout un gros coup de chaise pour le calmer. J'ai vu qu'à un moment, on a un surpassement de Reigns sur Owens qui atterrit sur deux chaises qui étaient dépliées et mises face à face. Donc ça, c'est un truc qui doit faire super mal d'atterrir là-dessus. Quand Owens est sur le point de gagner le match, on a Jey Uso qui intervient à nouveau. Ensuite, Roman Reigns en profite pour mettre un Superman Punch à Kevin Owens. On a un moment où Kevin Owens arrive à placer un kick sur Uso et un stunner sur Roman Reigns. Et ensuite, Owens réussit une powerbomb sur Jey Uso qui passe à travers la table des commentateurs qui se brise. Et Owens, à nouveau, je le trouve assez ridicule. J'ai pas compris ce qu'il faisait, mais il prend des trucs sont par terre et puis il les met sur Jey Uso et puis il tape un petit peu dessus. Enfin, c'était n'importe quoi. On a quand même un chokeslam, une sorte de chokeslam de Roman Reigns sur Kevin Owens à travers une table. Ensuite, il le prend, il lui fait un Samoan drop à travers une autre table. Et à un moment, Roman Reigns, il monte à l'échelle et il sent qu'il y a quelque chose qui lui attrape le pantalon. Du coup, il est mort de rire, enfin, il se fout de la gueule de Kevin Owens, il redescend, il lui met quelques baffes. Et du coup, Kevin Owens lui remet une grosse baffe. Roman Reigns redevient sérieux et il lui met un vieux spear à travers une autre table. Ensuite, Kevin Owens il sort du ring, il provoque un peu Roman Reigns qui lui fonce dessus, sauf que Owens il esquive et Reigns du coup il fait son spear sur la barricade qui détruit complètement. Ensuite, Owens réussit deux super kicks. Et ensuite, il reçoit le Superman Punch. Puis, il arrive à faire un powerbomb sur Roman Reigns à travers une table. Ouais, quand tu vois des finishers comme ça qui s'enchaînent, mais que les mecs n'ont pas l'impression de ressentir les finishers, c'est un peu chiant. Et ensuite, quand les deux sont au sommet de l'échelle, du coup, Roman Reigns il fait sa prise de la guillotine à Owens, qui au final finit par tomber tout seul de l'échelle. Et au final, bah, Reigns prend la ceinture et il gagne le match. Alors, je l'ai noté 3 sur 5. Parce que d'un côté, c'est un beau match. Bon, j'aurais aimé plus d'utilisation d'objets comme au premier match, dont on a parlé dans cette vidéo. Mais en même temps, on a eu des très bons spots. Enfin, moi, j'aime bien quand le heel est vraiment dans un rôle de heel, comme les moments où il se fout de la gueule de Kevin Owens et tout. Je trouvais ça très amusant. Et puis quand il pète les plombs aussi. Mais ce qui fait que j'ai baissé la note, c'est même pas Kevin Owens parce que je l'aime pas, mais je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé. Il y a deux choses. C'est déjà le fait que Jey Uso arrête pas d'intervenir tout le temps. Et en deuxième, c'est la conséquence des interventions de Jey Uso. Parce qu'en fait, Jey Uso, quand il intervient, c'est quand Roman Reigns est au sol et que Kevin Owens a le dessus sur lui. Sauf que si Jey Uso était intervenu qu'une seule fois, comme par exemple avec le match contre Drew McIntyre, ça aurait été parce que tu dis bon, c'est qu'une fois, ça va. Mais là, c'est plein de fois, et je trouve que ça fait baisser la puissance de Roman Reigns, qui est quand même, pour l'instant, le gars qui est encore invaincu. Notamment là, depuis qu'il est heel, si je bonne mémoire, il est invaincu.
mais je trouve dommage de rabaisser sa puissance comme ça. Enfin, on a l'impression en plus face à Kevin Owens, encore ce serait Drew McIntyre, je comprendrais, face à Kevin Owens, baisser sa puissance comme ça, je trouve ça un peu nul, quoi, parce que du coup, on a l'impression qu'il est plus aussi fort qu'il l'était quand il a débuté en heel, quoi. Et pour le main event, on a deux catcheurs que j'adore, donc Randy Orton face à The Fiend dans un Inferno match. Alors l'Inferno match, pour ceux qui ne savent pas, à la base c'est un match avec des flammes, donc normalement tu as des flammes tout autour du ring, et le but c'est de faire en sorte que ton adversaire soit brûlé par les flammes. Là, comme il n'y a plus de public, du coup les flammes au lieu d'être sur le ring, elles sont sur les barricades, qui j'ai trouvé plutôt sympa. Et innovant, puisqu'il n'y a pas de public, du coup ils ont un peu réinventé le match, et voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc le début de match, on a Randy Orton qui place un ou deux coups sur The Fiend qui lui est mort de rire, j'ai trouvé ça très drôle. Randy Orton qui contre le Sister Abigail en faisant son backbreaker qui est totalement spécial à lui, spécifique à lui. Sauf qu'au final, quelques minutes après, il reçoit quand même le Sister Abigail. On a The Fiend en plus qui juste après ça, il invoque les flammes, parce que les flammes n'étaient pas allumées quand le match a commencé, puis quand il fait le Sister Abigail, il fait une sorte de geste ou de cri, puis toutes les flammes s'allument sur les barricades. Ensuite, on a The Fiend qui ramasse une sorte de strap et qui frappe Randy Orton avec. Et à un moment, il en chope une autre. Il met le feu à la strap et il essaye de frapper Randy Orton avec, qui évite le coup. Ensuite, il essaye de l'attaquer avec une pioche. C'est la première fois que je vois ça dans un match, quelqu'un qui attaque un catcheur avec une pioche. Ensuite, on a The Fiend qui prend un rocking chair, qui le pose face aux tables des commentateurs, il met plein d'essence dessus, puis il fait une petite traînée enfin avec l'essence. Ensuite, en frappant Randy Orton, il le place sur le rocking chair et il fout le feu au sol. Et du coup, le feu il va petit à petit jusqu'au rocking chair. Randy Orton, forcément, il a le temps d'esquiver le coup. Et pendant ce temps-là, t'as The Fiend qui est mort de rire, qui s'éclate, quoi. Ensuite, Randy Orton reprend un peu du poil de la bête en prenant une chaîne pour s'en servir comme un point américain. Et il étrangle The Fiend en essayant de l'approcher des flammes pour le brûler. Au final, ça marche pas. Et à un moment, Randy Orton a frappé The Fiend avec un bâton. Et un peu plus tard, The Fiend, il le récupère, il met le feu au bâton pour essayer de frapper Randy Orton avec, mais Randy Orton l'évite. Ensuite, on a The Fiend qui contre le RKO en lui faisant un Mandible Claw. Le Mandible Claw, c'est un peu comme faisait Mick Foley quand il avait sa chaussette, qu'il l'enfonçait dans la bouche et tout. Bah, c'est un peu un truc dans le même style que fait The Fiend. Et du coup, il fait ça, il pousse, enfin, il rapproche Randy Orton petit à petit des flammes. Sauf que Randy Orton se retourne et du coup, en reculant, c'est The Fiend qui se prend les flammes et qui se met à brûler. Du coup, Randy Orton il remonte dans le ring. The Fiend le poursuit alors qu'il est en moitié en feu. Et au final, il se prend un RKO. Et quand il est au sol, les flammes elles s'éteignent. Et moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est que ça continue parce que pour moi, Randy Orton, il avait gagné, que normalement, tu fais brûler ton adversaire, t'as gagné. Donc, j'ai pas compris pourquoi le match ne s'est pas arrêté là. Au final, Randy Orton il essaie de voir si le Finn est encore là ou pas. Du coup, il le retourne sur le dos, il descend, il prend un bidon d'essence, il vide quasiment tout le bidon d'essence sur le corps du Finn. Il va chercher une allumette, il l'allume, et il attend un peu que l'allumette soit à peu près consumée à la moitié pour mettre une sorte de suspense. Et au final, il jette l'allumette sur le corps du film qui se met totalement, mais c'est vraiment la première fois que je vois ça dans un Inferno match, que vraiment tout le corps s'est mis à brûler. Et le match se termine comme ça, sur Randy Orton qui est en dehors du ring, et puis le corps du Finn qui est totalement en train de brûler, mais vraiment partout, quoi. Alors du coup, pour ce match, je l'ai noté à 4,5 sur 5 parce que tout était quasiment parfait. On a eu plein d'utilisations d'objets, vu que c'est un match en disqualification. On a eu quand même une pioche, des straps, des bâtons, une chaîne. Enfin voilà, il y a eu une bonne variété d'éléments, même un rocking chair. Enfin voilà. Moi j'aime bien quand dans les matchs en disqualification qu'il y ait vraiment une variété et des utilisations assez originales des objets, ce qu'on n'a pas eu dans les deux TLC. Et voilà, donc ce qui fait déjà que ce match-là est meilleur que les deux TLC. Ensuite, j'aime beaucoup le personnage du film dans ce match, tout le temps mort de rire alors qu'il prend des coups et tout à droite à gauche. Bon, Randy Orton, quand même un peu moins sûr de lui dans ce match, mais j'aime toujours autant son personnage. Et ensuite, ce qui fait qu'il est là, c'est aussi le final. Vraiment,
Je m'attendais vraiment pas à ça. Quand le Finn avait son dos qui brûlait avec son manteau et tout, je me suis dit bon bah c'est bon, le match il est fini. Et c'est en même temps ce qui fait que je lui enlève 0,5 points. C'est que pour moi le match il aurait dû se terminer là. J'ai pas compris pourquoi, même si c'est ultra impressionnant. Et que je pense que le match, je sais pas comment il a été fait pour qu'il brûle le corps en entier comme ça. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment le corps du film, mais en même temps, si c'est un match en direct, comment est-ce qu'ils ont foutu ça? Enfin, je me demande vraiment comment il est le making-of de ce match-là. Mais voilà. Après, il y a aussi la rivalité entre les deux. Je trouve ça très intéressant de se faire un match Inferno entre ces deux catcheurs-là, en sachant que dans une ancienne rivalité, Randy Orton avait brûlé la maison ou une sorte de manoir, je sais pas trop quoi, de The Fiend. Donc on reste dans le thème des flammes, donc je trouve ça très intéressant. Et voilà, enfin, c'est un très beau match entre deux créatures que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'en connaître un peu plus sur la suite entre ces deux catcheurs-là. Parce que comme The Fiend étant une sorte de démon, forcément il, il peut pas disparaître quoi. Il va forcément revenir, mais on se demande bien comment. Alors pour conclure sur ce TLC match, déjà on peut dire qu'il y a certains matchs qui m'ont beaucoup déçu, comme les deux TLC matchs. Franchement, Drew McIntyre et Roman Reigns, j'ai trouvé que c'était deux champions qui ont été vraiment rabaissés en puissance et mal utilisés dans ces matchs-là. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, on verra comment ça va se passer pour la suite. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le retour de Charlotte Flair, même si je suis pas d'accord sur le fait qu'elle ait un titre dès son arrivée. Je suis quand même très content qu'elle l'obtienne parce que c'était le seul titre féminin qui lui manquait, en dehors du titre NXT UK, mais celui-là il est un petit peu à part. Donc je suis vraiment très content pour elle. Ensuite, je suis très content que le Hurt Business ait réussi à obtenir les ceintures par équipe, parce que ça en fait un clan très puissant, vu qu'ils sont champions par équipe et champions des États-Unis. Et puis, comme je suis pas un fan du New Day, je vais plus m'intéresser aux storylines des ceintures par équipe, si c'est une équipe que j'aime bien, qui possède ces ceintures-là. Et là, c'est le cas. Donc, j'ai hâte de voir ce que la WWE va faire avec le Hurt Business. Et surtout, je suis content que Sacha ait conservé sa ceinture. Et je suis très content également que Randy Orton ait battu The Fiend, même si le final est complètement what the fuck. Dans la globalité, on va dire que j'ai préféré quand même ce show-là au précédent. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo qui concernera One Piece la semaine prochaine.